Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuche-Rambert, je suis Art Advisor. Ce mois-ci a été particulièrement scruté par le monde de l'art du fait de la tenue d'événements majeurs pour le marché. Dans l'épisode précédent, on s'interrogeait sur l'impact de la guerre au Moyen-Orient en tant que place de marché et l'ouverture effective de la foire Art Dubaï pour son édition très attendue lors de son 20e anniversaire, certes dans un format plus restreint que prévu initialement, a rassuré les collectionneurs de la région du Golfe, comme d'ailleurs. Les problèmes logistiques, notamment l'expédition des œuvres d'art depuis l'étranger, ainsi que les perturbations des transports et les préoccupations liées à la sécurité sur place, ont été invoqués néanmoins par nombre de galeries et par certains des participants habituels qui n'ont pas pu y venir cette année. Néanmoins, des galeries étrangères ont répondu aux attentes des collectionneurs locaux et notamment certaines en provenance du continent africain avec des galeries sénégalaises comme la galerie Atis de Dakar avec sa fondatrice Aïssa Dione qui participait à la foire pour la 2e fois et rappelait à ce sujet qu'en tant que galeriste, il faut savoir être toujours audacieux et prendre des risques. Des galeries libanaises aussi ont fait le déplacement parce que la vie doit continuer et que leurs collectionneurs se trouvent pour la plupart sur place. Et bien sûr des galeries françaises qui ont maintenu leur présence comme la galerie Franck Elbaz. Avec une 50aine d'exposants, cette édition, qui avait été déjà reportée depuis la mi-avril en raison des tensions géopolitiques régionales et du bombardement, et malgré l'absence d'une majeure partie des 120 exposants qui étaient initialement attendus. Donc cette édition, dès l'ouverture, pour les VIP, a pu compter sur la présence des très nombreux collectionneurs des pays du Golfe et du Moyen-Orient, ce qui a envoyé un signal intéressant pour le marché, puisqu'en effet Art Dubaï 2026 a misé avant tout sur son atout majeur, à savoir son réseau de collectionneurs locaux et régionaux, qui donc n'ont pas besoin de se déplacer sur de longues distances pour participer à cette foire. Alors du fait du contexte actuel, pour la première fois, l'entrée de cette foire prestigieuse était également gratuite, ce qui a permis à un nombre de personnes résidant à Dubaï de voir peut-être pour la première fois des artistes qui ont été sélectionnés pour cette édition. Donc la bonne nouvelle a été que même dans ce format réduit et un contexte géopolitique insécurisé et instable, la foire est demeurée très attractive pour ses cibles prioritaires, à savoir les collectionneurs locaux, et a illustré l'ambition de Dubaï de s'imposer dans la région comme un hub pour l'art contemporain. Et le choix de maintenir une édition plus modeste plutôt que d'annuler purement et simplement cette édition anniversaire a témoigné aussi de la résilience des organisateurs, mais surtout de la confiance qu'ils avaient dans la capacité à assurer la présence des acteurs du monde de l'art de la région au moment de cette édition anniversaire, et donc de la pérennité de la foire Art Dubaï, et ce indépendamment de l'absence de grandes galeries internationales cette année. Une seconde ouverture a été particulièrement scrutée ce mois-ci, et ce depuis les 4 coins du globe. C'était l'ouverture, bien évidemment, de la 5e édition de la Biennale de Venise pour l'art contemporain, avec une thématique pour son exposition centrale qui a été brillamment conçue par la regrettée commissaire Koyo Kuo, décédée prématurément, qu'elle avait intitulée In Minor Keys et qui a été alors réalisée par son équipe de commissaires collaborateurs sur place à Venise pour cette édition. Alors, pas question pour moi de spoiler les happenings et les découvertes de l'édition pour cette biennale, notamment pour les très nombreux art lovers qui prendront le chemin de la Sérénissime d'ici fin novembre prochain. En revanche, j'aimerais évoquer la tonalité de l'édition, donc sous le thème de Minor Keys, qui a été voulu par Koyo Kuo selon sa vision si perspicace, puisqu'elle a voulu, dixit, écouter ce que le monde murmure plutôt que ce qu'il hurle, et ainsi offrir une expérience sensorielle méditative et profondément humaine. Koyo Kuo, avec la notion de tonalité mineure, donc
Minor Keys, a ainsi voulu déployer une esthétique relationnelle grâce à toutes les formes d'art qui en sont représentées, en privilégiant l'humain et une certaine attention au monde fragilisé. Elle a, à travers cette édition, livré en quelque sorte son testament artistique très engagé, notamment dans la défense des savoirs pluriels, des artistes afro-descendants, avec un regard très incarné et souvent poétique au cours de la conception de l'art, qu'elle considérait comme un souffle, un rythme, une méditation, une attention particulière. Si certains observateurs ont déjà pu souligner que dans l'exposition centrale, comme dans certains pavillons, les corps nus étaient omniprésents, rendant finalement un vibrant hommage à la magnifique humanité, cette édition est une incitation à décélérer en fait, ralentir pour se connecter à des fréquences plus subtiles, d'une poésie visuelle et plastique et déclinée sous toutes ses formes. Alors, chapeau bas, Madame la Commissaire, et surtout merci, car la Biennale de Venise, avec cette édition, prouve que l'art contemporain a encore le pouvoir de transformer notre vision du monde et notre relation à l'art et à l'autre. Avant d'évoquer plus encore l'actualité du marché de l'art durant ce mois de mai, avec notamment les analyses des dernières ventes aux enchères qui ont eu lieu à New York il y a moins de 15 jours et qui va donner le là du marché pour ce second semestre, je souhaiterais m'arrêter sur une autre disparition majeure pour le monde de l'art, celle du galeriste Bruno Bischofberger, qui était le marchand d'art suisse qui a contribué à lancer Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat et surtout le pop art en Europe. C'était un galeriste et un amoureux de l'art particulièrement visionnaire, qui a été une figure décisive de l'art international de la seconde moitié du XXe siècle. Grâce à toutes les relations qu'il a nouées au cours de sa carrière, et notamment celle avec Andy Warhol, a fait de sa galerie et puis de son travail de découverte de talent un personnage central pour le marché de l'art. Donc c'était pas seulement un marchand d'art ou un collectionneur, puisqu'il a participé donc très activement à la construction de l'image publique de ces artistes, et notamment évidemment de Andy Warhol. Et pour certains analystes, il est considéré comme un galeriste qui a profondément transformé l'histoire du commerce de l'art et la promotion de l'art entre l'Europe et les États-Unis durant cette période. Et un galeriste, dans le sens le plus large du terme, sans qui l'histoire de l'art de la seconde moitié du XXe siècle aurait pu être bien différente, puisqu'il a particulièrement joué un rôle central dans la construction d'un pont culturel et artistique entre l'Europe et les États-Unis, à un moment vraiment crucial de l'histoire de l'art contemporain, dans les années 60. Et dès 1965, il a organisé dans sa galerie l'une des premières expositions européennes qui a été consacrée au pop art et qui présentait des œuvres d'artistes qui sont devenues ensuite des figures iconiques de la culture visuelle artistique contemporaine américaine, et notamment avec Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Andy Warhol bien évidemment, Tom Wesselmann, Claes Arnebourg et Jasper Johns, qui étaient des promoteurs de l'avant-garde américaine. Et outre le pop art, il a collaboré aussi avec des artistes liés au mouvement minimaliste, avec le land art et l'art conceptuel, et des artistes comme Sol Levitt, Donald Judd, Dan Flavin, Bruce Nauman. Et bien sûr, il a soutenu en Europe des figures majeures du courant artistique qui naissait à ce moment-là, ou même le nouveau réalisme français, avec Yves Klein, Daniel Spoerry et bien sûr Jean Tinguely. Le rôle de Bischofberger fut aussi déterminant, bien sûr, pour la carrière de Jean-Michel Basquiat, puisque c'est le galeriste qui a découvert les œuvres de l'artiste, qui était à New York à l'époque, dans les années 80, et qui, dès l'année suivante, est devenu son principal distributeur international. Pour les analyses du marché de l'art, a contribué à redéfinir le rôle du galeriste contemporain
Et c'était plus qu'un simple intermédiaire commercial. Il a promu de nouvelles visions esthétiques ces années-là. Son influence alors a été telle que pendant plusieurs générations et sur plusieurs continents, il a profondément marqué de son empreinte la dynamique du marché de l'art mondial. Ce mois-ci particulièrement, comme chaque année, Big Apple a attiré tous les regards des collectionneurs, tout d'abord américains, mais aussi internationaux, puisqu'une demi-douzaine de foires d'art se tenaient à New York, dont la plus importante, Frieze New York, mais aussi des foires satellites devenues incontournables, comme l'édition américaine de la foire 154, qui est dédiée à l'art contemporain du continent africain et sa diaspora. Et parallèlement était organisée la saison du printemps des ventes aux enchères des plus grandes maisons de vente présentes à New York, avec plusieurs milliards de dollars d'œuvres d'art qui ont été mises en vente aux enchères dès le 14 mai par la maison Sotheby's, où une œuvre du peintre Rothko a été mise en vente et a atteint des records, puisque la maison Sotheby's, avec la vente de collections majeures comme celle de la collection Gladstone et de la collection Doherty et de Roy Lichtenstein, a été la première à engranger autant de ventes importantes. Donc les ventes ont lieu chez Bonhams, chez Christie's, chez Phillips et chez Sotheby's. Elles se sont étalées sur 2 semaines et ont mis quand même à l'épreuve, on le verra plus tard, le dynamisme enregistré depuis la fin de l'année dernière. Donc le challenge à New York durant ces semaines-là, et ce mois de mai, se mesurait en quelques chiffres, puisque le marché s'interrogeait pour savoir si les 3 plus grandes maisons de vente aux enchères, donc Christie's, Phillips et Sotheby's, pouvaient vendre pour plus de 2,6 milliards de dollars d'œuvres d'art en moins d'une semaine. Et c'était sans compter certaines nouvelles tendances du marché, et notamment aux États-Unis, qui semblent émerger, puisque les plus grands collectionneurs qui ont contribué à ce bon résultat se sont finalement détournés des artistes femmes, qui ont par ailleurs le vent en poupe sur d'autres places de marché, mais aussi des jeunes talents, pour se tourner vers des valeurs vraiment sûres, du fait de l'instabilité mondiale. Néanmoins, de bons signaux ont été envoyés au marché avec une forme de mise à jour qui s'est opérée, puisque aux États-Unis, et ce malgré les conflits qui font rage au Moyen-Orient et en Ukraine, et une inflation qui redémarre, ces résultats ont mis en lumière le fait que pour la première fois depuis plusieurs années, le marché de l'art très haut de gamme affichait de nouveau un optimisme réel. Et donc Christie's, Sotheby's et Phillips visaient ensemble un chiffre d'affaires de plus de 2,6 milliards de dollars pour la vente d'œuvres d'art majeures, pour la plupart. Ils ont finalement atteint ensemble 2,5 milliards de dollars, et ce montant est resté quand même inférieur aux 3,2 milliards de dollars réalisés en novembre 2022, plus récent pic du marché enregistré. Néanmoins, les ventes qui ont été enregistrées au mois de mai représentent une hausse de plus de 60% par rapport à l'année dernière, à la même époque, au mois de mai, pour les ventes de New York. Alors, les œuvres qui ont été mises en vente, qui ont pu être acquises, sont des œuvres signées par des artistes qu'on appelle blue chip, c'est-à-dire des artistes qui sont des valeurs sûres, et dont le prix des œuvres dans le temps ne cesse d'augmenter à un rythme lié peut-être parfois aux circonstances du marché et de l'économie mondiale, mais qui sont considérés comme des valeurs très sûres, du fait leurs œuvres sont immédiatement aussi reconnaissables, comme les œuvres de Jackson Pollock, avec son action painting, de Mark Rothko, et surtout parce que la cause de ces artistes donc ne faiblit pas. Et après 4 années de turbulence, cette mise à jour du marché s'explique par un regain d'optimisme réel, prudent mais réel, signalé depuis plusieurs saisons maintenant, depuis la fin de l'année 2025, avec un réajustement des attentes des acteurs du marché, autant du côté de l'offre que de la demande. En effet, les vendeurs qui remettent des œuvres sur le marché sont plus disposés à se séparer de leurs trésors à des prix plus ajustés et souvent inférieurs à ceux pratiqués au plus fort du marché de l'art.
Tandis que les acheteurs ont bravé une forme d'inquiétude économique générale qui pourrait venir freiner l'enthousiasme du marché de l'art. Et finalement, dans un contexte mondial qui paraît encore très fragile, pour toutes les raisons que l'on connaît, notamment les conflits, les politiques tarifaires installent, le prix des matières premières qui s'envolent, mais aussi l'impact de l'IA sur certains secteurs économiques. Le commerce de l'art apparaît encore comme une bonne réserve de valeur, mais à condition de privilégier des artistes majeurs et surtout la qualité de leurs œuvres. Donc les ventes aux enchères d'œuvres d'art à Manhattan ce mois-ci ont orchestré une forme de retour en force de ces artistes-là et de ces œuvres-là après 4 années de vente irrégulière. Les maisons de vente aux enchères ont, pendant cette période-là, redéfini les attentes des acheteurs et des vendeurs en dessinant de nouvelles voies pour le commerce mondial de l'art et en misant sur des mises en scène, parfois même du spectacle pour ces dernières ventes à New York, avec une vidéo promotionnelle où l'on voyait l'artiste Nicole Kidman qui dansait autour d'une tête en bronze de Brancusi. Mais c'est aussi un peu l'arbre qui cache la forêt, puisque derrière ce nouveau dynamisme se concentrent aussi tous les accords qui sont conclus préalablement avec les plus gros enchérisseurs pour ces ventes, et ce, afin de limiter les risques. En effet, les maisons de vente aux enchères ont misé sur ce qu'on appelle l'ingénierie financière des ventes, afin de mettre en vente des œuvres recherchées, dont elles ont promis aux vendeurs, donc ceux qui mettaient ces œuvres sur le marché, des prix minimum garantis. C'est-à-dire que les maisons de vente ont privilégié des accords préalables avec des potentiels acquéreurs qu'on appelle des tiers ou des garants, qui pouvaient ainsi donner une assurance d'acquérir l'œuvre d'art à un prix discuté en amont et, en cas de surenchère, percevoir une commission intéressante de la maison de vente. Dans les deux cas, ces arrangements, qui sont appelés des garanties par des tiers, ont contribué indéniablement au succès des ventes des grandes maisons de vente de New York pour cette saison, et signale au marché que finalement, aujourd'hui, pour vendre des œuvres majeures, c'est presque devenu la norme, puisque pour la dernière saison de New York, plus de la moitié des lots qui étaient proposés lors des ventes du soir étaient assortis de garanties de tiers, ce qui signifie en fait que les maisons de vente aux enchères réalisent en réalité un chiffre d'affaires de la moitié, donc plus de 1,2 milliard de dollars étaient déjà vendus avant même que le commissaire-priseur ne lève son marteau durant ces jours de vente. Il va falloir examiner de nouvelles tendances qui seront à surveiller pour les prochains mois, puisque investir dans l'art reste toujours, pour la plupart, un pari, et avec un rappel pour y réussir, c'est d'avoir une forme d'anticipation et surtout des attentes réalistes, puisque des artistes peuvent enregistrer pour certaines saisons des ventes records sur un segment du marché particulier ou une place de marché particulière, et quelques semaines plus tard subir des chutes plus brutales dans une autre place de marché. Néanmoins, dans cette instabilité, il existe des certitudes aujourd'hui, et pour le marché de l'art, la certitude, c'est que la qualité du marché de l'art, notamment aux enchères, est directement liée à celle des œuvres proposées. Ces dernières années, les œuvres qui ont été mises en vente n'étaient pas toujours d'un niveau exceptionnel, puisque les vendeurs d'œuvres n'avaient pas la certitude d'obtenir des bons prix et ont retenu un peu la mise en vente de leurs œuvres. Et il faut noter aussi que les œuvres qui ont atteint des records dans les plus grandes ventes à New York étaient des œuvres qui provenaient de collections de très grands collectionneurs. Pour les analystes, de ce fait, une question va demeurer, celle de savoir si les résultats de cette saison à New York vont suffire à convaincre l'ensemble du marché et surtout des potentiels vendeurs pour confier des œuvres d'art à ces grandes maisons de vente afin qu'elles puissent changer de main et alimenter ainsi le commerce mondial de l'art. Du côté de la demande, les acquéreurs
plus spéculatifs qui ont propulsé notamment les artistes émergents ultra contemporains depuis la pandémie ont beaucoup diminué. Et les maisons de vente aux enchères, dans leur programmation de vente, ont privilégié à nouveau les artistes d'époques précédentes. Par ailleurs, l'idée que les collectionneurs du Moyen-Orient étaient en train de devenir les plus gros acteurs influents du marché de l'art semble, et du fait de l'actualité, un peu moins en vogue ponctuellement, avec une réalité puisque le nombre de collectionneurs dans la région du Moyen-Orient est en proportion beaucoup plus faible que dans les grandes places de marché mondial que sont les États-Unis, l'Europe avec le Royaume-Uni et la France, et troisième ou seconde position selon les analyses, bien sûr la Chine. Par ailleurs, le marché de l'art au Moyen-Orient est principalement concentré entre les mains des familles régnantes. Néanmoins, Art Dubaï et l'édition de Art Basel Doha l'année prochaine démontreront si ces places de marché résistent à cette nouvelle crise. Par ailleurs, face à la diminution du nombre de collectionneurs russes et chinois durant ces dernières années, les maisons de vente ont dû fidéliser une nouvelle clientèle. Et c'est ce qu'ont démontré les ventes aux enchères de cette saison à New York, en privilégiant des œuvres d'artistes américains, puisque le marché reste concentré aux États-Unis, mais aussi ailleurs, dans les mains de clients ultra riches américains, avec des artistes américains, du pop art et de l'expressionnisme abstrait. Une exception est à signaler pour une œuvre d'Henri Matisse qui s'est échangé pour la somme de 20 millions de dollars chez Sotheby's, la séance du matin, et dont l'acquéreur est la star taïwanaise de la pop qui s'appelle Jay Chou, qui a pu réaliser son rêve, et non pas en enchérissant sur le coup de l'émotion lors de la mise en vente aux enchères, mais en garantissant en amont l'acquisition de l'œuvre d'art, obtenant au passage une remise de 800 000 dollars par la maison de vente Sotheby's. Et donc ça, c'est vraiment une nouvelle forme d'acquisition pour les ultra-riches qu'ils sont en train de privilégier afin de devenir à la fois partenaire de la maison de vente qui met en vente, mais aussi de garantir leurs acquisitions à des prix intéressants puisqu'il y a à chaque fois des discussions en amont. Alors le mois prochain, une nouvelle ouverture sera scrutée par nombre d'acteurs du marché de l'art, et notamment de l'art contemporain et de l'art moderne, et donnera aussi le là au marché pour les prochains mois et surtout la tendance semestrielle, avec certainement une nouvelle mise à jour. Donc c'est l'ouverture de l'édition suisse de Art Basel, qui est la plus grande foire mondiale d'art contemporain, d'art moderne, et là encore, certains compteurs risquent d'être remis non pas à zéro, mais en ce qui concerne les prix des œuvres, et notamment d'œuvres d'artistes ultra contemporains, à midi pile. Et donc, cette ouverture sera à suivre absolument. Voilà, c'était En direct du marché de l'art, épisode 5 de la saison 7, Marché de l'art, ouverture et mise à jour. Restez à l'écoute pour un prochain épisode, ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned.